Bonjour à tous. Je laisse les derniers retardataires s'asseoir. Allez, on va commencer. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon, il y a des dames dans la salle. Bienvenue dans notre village. Merci d'être venus nombreux. Vous auriez pu aller voir peut-être le château de Versailles, de Chambord ou la cité de Carcassonne, que sais-je. Vous avez choisi Pointe-Isinard. Vous avez très bien fait, vous allez voir. Vous allez repartir avec plein d'étoiles dans les yeux et de quoi raconter demain à vos proches. Alors moi, ma mission aujourd'hui, c'est de vous faire connaître la période gauloise et gallo-romaine du village. Alors on le sait peu, mais oui, elle a existé et probablement une belle cité gallo-romaine devait se tenir dans le village et s'y tenait. Je vais développer tout ça après, vous allez voir un peu tout ce qui existe. Alors moi je me présente, donc Grégory Chanfraud, je suis d'un Pointe-Isinardais, auteur de romans historiques sur la période gauloise gallo-romaine entre autres, et tout se déroule en Comminges, Couserans et un peu la Bigorre, dans les Pyrénées centrales, pour faire court. Donc là je viens de paraître un roman historique biographique sur Vercingétorix qui s'appelle Entretien avec Vercingétorix. Donc vous voyez, je me diversifie un peu, mais je reste sur cette période qui est chère à mon cœur. Alors, la quasi-totalité de ce que je connais sur la période gauloise et gallo-romaine du village, je le dois à monsieur Louis Gary, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui était un érudit d'un Pointe-Isinardais aussi, membre de la Société des études du Comminges, et qui a fait des recherches sur le village, et qui a fait paraître aussi des ouvrages, notamment un qui m'a été très important dans mes recherches, qui est Pointe-Isinard de la préhistoire au 8e siècle. Donc, monsieur Louis Gary nous parle d'une période préhistorique, tout d'abord, mais aussi gauloise et gallo-romaine, et surtout gallo-romaine. On va y venir. Donc, pour ma part, je me suis assuré récemment que des fouilles allaient se réaliser sur le village, des fouilles archéologiques. Je me suis assuré de ça auprès de M. Venco, qui est l'archéologue chargé des Pyrénées centrales et très axé sur le Comminges, qui a réalisé des fouilles sur Montserrier, notamment dans les Hautes-Pyrénées, Ardiège, où il a découvert un oppidum incroyable, le bout du puits à Valentine, enfin voilà, toutes les occupations trouvées récemment sur ces périodes, on les lui doit. Et donc M. Venco a réalisé des relevés lidar, dont les relevés lidar c'est par avion ou hélicoptère, où on prend des prises de vue qui révèlent des fondations d'habitation, et notamment sur la période gauloise, c'est comme ça qu'on arrive à les découvrir. Donc il ne m'a pas donné de date, il ne m'a pas dit quand ni où, mais sur le village, et notamment sur toute la vallée du Gers, des fouilles vont être réalisées prochainement. Voilà, alors il est intéressant de faire ces fouilles, puisque M. Gary lui-même, dans son ouvrage, déplore des fouilles qui ont été faites il y a environ un siècle, mais qui ont été faites un peu à la va comme je te pousse. Donc, du coup, on sait peu de choses sur le village. Alors, tout ce qu'on sait, la plupart des trouvailles faites sur ces périodes, on les doit souvent aux habitants, aux agriculteurs, notamment les agriculteurs lorsqu'ils labourent, qui vont charrier des restes de murs gallo-romains, des pièces, des poteries qui sortent de terre souvent, donc qui prouvent bien une occupation sur le village. Alors on a tout d'abord évidemment une période préhistorique sur le village, puisqu'on trouve beaucoup de lames, de haches en silex ou faits d'ossements d'animaux bien sûr. Donc on trouve tout ça sur le secteur de la Gentille, au Camp du Gers. Il y en a qui le savent déjà, j'ai pu en parler avec certains, qui ont pu des fois en trouver par-ci par-là. C'est fréquent de trouver du silex dans le coin.
Et pas que à Pointe-Isinard, hein, d'ailleurs. Donc on trouve tout ça jusqu'à Miramont de Comminges, sur la plaine garonnaise. Donc ces populations préhistoriques, issues de l'Aurignacien aussi notamment, occupaient probablement les grottes de Gantis et de Montespan et chassaient, pêchaient, cueillaient dans le secteur, puisqu'on n'a pas de grotte à proprement parler dans le village. Donc voilà pour cette période préhistorique. Je vais plus développer maintenant sur la période gauloise puis gallo-romaine. Alors la population gauloise, quant à elle, devait occuper tout ce qui est les collines, donc toujours en hauteur. Le Gaulois, il se perche, il fait comme les oiseaux, il est à l'abri, plus il est haut, plus il est tranquille. Donc ça, on le retrouve partout, comme je disais tout à l'heure, on le retrouve au bout du Puy à Valentine, à Ardiège sur la colline du Houcheton, on l'a aussi à Isaour, on l'a à Esténos, on a ça un peu partout, quoi. Et donc, Pointe-Isinard ne veut pas faire exception là-dessus. Alors, pour ma part, j'ai fait mes petites recherches via la toponymie. La toponymie est très importante sur cette période puisque c'est comment dire, presque une carte routière finalement pour retrouver tous ces endroits, puisqu'on est souvent en lien avec l'ancien panthéon pyrénéen, de l'ancien panthéon pré-romain, qui a été après accepté par les Romains dans leur panthéon en faisant des rassemblements de déités. Notamment avec celui d'Ariège qu'on appelle le Léren, ça signifie le bon frappeur en proto-basque. Proto-basque qui était la première langue parlée dans les Pyrénées, issue de l'Ibère, donc de la première langue espagnole. Donc le Léren qui est souvent associé à Mars. On a le Herrier à Montserrier, Montserrier qui veut dire le mont Herrier. Vous voyez, la toponymie est liée, qui est assimilée à Jupiter aussi. Enfin voilà, on a tout ça pour une multitude de déités locales. Dans la toponymie, elle ne fait pas exception dans le village. Le lieu d'occupation principal, à mon avis, qui viendra sûrement se confirmer avec Clément Benco, l'archéologue, c'est le cap de l'Espone. Le cap de l'Espone, il dit clairement le cap d'Epona. Alors Epona, c'est une déesse gauloise. Cette toponymie, on la retrouve partout dans le Comminges et surtout au nord du Comminges et dans quelques endroits par ici aussi. Je fais des recherches en ce moment pour écrire le guide gaulois gallo-romain du Comminges et sa couronne. Donc je suis assez axé là-dessus en ce moment. Ça tombe bien que cette journée soit là. Donc Epona, on la retrouve notamment dans des villages comme Espaon. On a des stèles qui ont été retrouvées sur Agassac, autour de l'île d'Odon aussi. Et on a un culte qui va de l'île d'Odon jusqu'à Saint-Plancard pour venir échouer vers Clarac. Donc il est possible qu'il y ait des brides par-ci par-là. Dans le cap de l'Espone, l'Espone on le retrouve dans plusieurs endroits. Des lieux dits dans d'autres villages, notamment Lourdes-Barousse, je crois. Enfin, il y en a un peu partout. Donc le cap de l'Espone qui signifierait donc le cap d'Epona. Donc moi je m'y suis rendu il n'y a pas très longtemps, c'était il y a à peine une semaine, pour voir ce qu'il en était. Et par bonheur, il y a une palombière qui s'est montée là-haut, donc ça a été tout débroussaillé. Et on voit clairement sortir se distinguer des fossés sur environ 8000 m². Dans les fossés autour d'un ancien oppidum gaulois, dans l'oppidum le village. C'est clairement gaulois, le fossé, et au nord on a un double fossé même, à flanc de falaise, dans le cap de l'Espone. Il est juste au-dessus, là on ne le voit pas d'ici bien sûr. Ensuite on a d'autres noms comme Sicard, par exemple, Sicard juste avant Miramont, dans les premières collines. Sicard qui signifie le lieu sec. Alors à l'inverse, on a la même chose avec notre village voisin de Souèche. Souèche qui signifie, c'est clairement du gaulois, Soedge, ça veut dire la boueuse. Donc vous voyez, ça a à peine dérivé, Souèche. Voilà, donc c'est une caractéristique de ces périodes où les noms sont liés souvent au relief, à la nature et au panthéon pyrénéen. Ensuite, on a la Cassignao. Alors moi, je connais très bien la Cassignao puisque ça surplombe ma maison. La Cassignao, ça signifie aussi clairement en langue gauloise la chaînée. Donc c'est le lieu des chênes. Ça vient du mot casse c'est le chêne en gaulois et c'est resté dans l'occitan et dans le gascon.
Dans la Cassinia, ou partout, comme le village de Cassagne aussi notamment, partout vous avez cette racine casse, ça signifie la chaînée, ou le lieu des chênes. Voilà, donc après je pourrais aussi rajouter la RR, le hameau de la RR, qui signifie la ferreuse. Donc probablement où des forgerons devaient s'y trouver, où on devait avoir des mines exploitées peut-être à un moment donné, c'est pas impossible. Mais voilà, la géographie s'y prête pas tellement, j'ai l'impression. Voilà, donc tout ça sont des mots qui ne sont pas négligés sur cette période. Après, pour ce qui est de l'archéologie, hormis des monnaies que l'on doit à la tribu toulousaine gauloise des Volques-Tectosages, on ne retrouve pas tellement de choses sur cette période, si ce n'est un trésor incroyable qui a été remis en valeur par la commission patrimoine, et je les en félicite et les remercie. C'est la croix de Saint-Joseph. Alors la croix de Saint-Joseph, quand on la regarde, c'est une petite croix sculptée qui a été retaillée probablement, enfin, c'est même quasiment certain, dans un ancien menhir, une pierre importante pour les populations antiques. La croix de Saint-Joseph, elle représente 3 symboles. Donc sur 2 parties, elle représente 2 croix templières et sur son front, une croix de l'Antiquité clairement gauloise et clairement druidique. C'est une roue solaire à des saisons, une roue à 6 branches, qui a été souvent reprise par les Templiers. On peut en voir aussi dans l'église de Monsonès ou dans la chapelle de Mazères-sur-Salate. Donc les Templiers reprenaient souvent tous ces symboles pour l'associer au christianisme. Donc cette croix druidique, par contre, quand on la regarde de près, on se rend compte que le fameux symbole antique est plus anciennement gravé que les 2 autres, ce qui est assez logique. C'est une pierre que les Templiers ont repris pour graver après d'autres symboles dessus, toujours en lien avec avec les saisons, avec des branches, des étoiles. Voilà. Elle est magnifique. Alors cette croix, vous pouvez en voir la copie parce que l'original est en lieu sûr et protégé, ce qui est normal dans l'époque de fou à laquelle on vit. Un moulage se trouve à l'endroit même où elle avait été retrouvée. Alors, elle se trouve juste avant la chapelle de Bruls. Quand vous montez, il y a un petit chemin de terre et se trouve une source à ses pieds, à cette croix. Alors, cette croix, elle avait été mise là justement en lien avec la source, puisque les sources étaient des lieux sacrés pour les périodes antiques. L'eau, c'est la vie. Et à cette époque-là, on en avait bien conscience et on en avait bien plus besoin même que nous aujourd'hui pour la vie quotidienne. Donc on relayait ça souvent avec des petits dieux topiques, des déesses, voire des nymphes après chez les Romains. Donc la chapelle de Bruls d'ailleurs, qui est bâtie à cet endroit-là, pour ça. C'est coutumier du christianisme de recouvrir tous les anciens lieux de culte païens pour les supprimer du décor. Alors en faisant ça, moi je m'amuse à dire qu'au lieu d'effacer, ils ont planté des bornes. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve, c'est grâce à eux finalement, puisque à ces endroits-là, on sait qu'il y avait quelque chose avant. Et donc, une fois qu'on sait ça, on peut se servir de la géographie autour, de nom des hameaux autour, etc. Et ce qui fait un puzzle et on arrive à savoir ce qu'il en était. Voilà. Donc ça, c'était pour la période gauloise, qui est, bon, je fais avec ce que j'ai. On en saura plus dans pas longtemps, j'espère. Donc ça finalement, c'est joli pour la petite histoire, puisque Louis Gary, souhaitait de tout son cœur des fouilles sérieuses sur le village et ça va avoir lieu, donc c'est dommage qu'il ne soit plus là pour le voir, mais son vœu va se réaliser, voilà, pour la belle histoire. Alors donc, sur la plaine garonnaise, donc maintenant on va descendre, alors ça c'est coutumier aussi, partout où on voit ça, les Gaulois vont finir par descendre. Les Romains les font descendre. Vous n'avez plus rien à craindre, vous êtes sous notre protection, vous pouvez occuper les plaines, c'est fini de se cacher comme des bêtes sauvages dans vos oppidums de hauteur. Et donc Pointe-Isinard ne fait pas exception, puisqu'on va se retrouver maintenant autour de la chapelle de Saint-Cernin. Alors, la chapelle de Saint-Cernin recouvre un ancien sanctuaire gallo-romain, dont on ne sait pas à quelle déité il devait être dédié, mais on peut supposer. Ce qu'on sait sur le panthéon pyrénéen, on le connaît grâce à une pratique romaine qui est la gravure des autels votifs. Donc, qui sont souvent faites en marbre de Saint-Béat, évidemment, la situation géographique y est propice. Et donc, le Comminges offre à toutes les Pyrénées son ancien panthéon pyrénéen, grâce à ce marbre-là.
et une pratique, je le souligne, locale, unique dans le monde entier, qu'il va falloir bientôt, je pense, mettre plus en avant. J'en ai déjà parlé avec Joël Laviranier il n'y a pas longtemps, quand on s'est entretenu. C'est le remploi de ces hôtels votifs sur les églises et chapelles. On ne voit ça qu'en Comminges. Alors, c'est une sorte de survivance des anciennes croyances, notamment dans le Luchonnet, surtout dans ces vallées où les gens avaient gardé certaines pratiques, certaines croyances. Je pense que le christianisme, quand il s'est implanté, a dû sûrement se casser les dents plus d'une fois avec les populations pour que cette pratique se fasse. Donc, on connaît donc le Panthéon pyrénéen grâce à ça. Alors, ici, par exemple, on peut supposer que ce fameux temple qui gît sous la chapelle de Saint-Cernin pouvait être dédié ou à un petit dieu proto-basque ou à une déesse gallo-romaine. Pourquoi je suppose ça? À Montespan, on retrouve deux hôtels votifs à un petit dieu qui a donné le nom de la commune d'Arbas et de la rivière aussi. C'est le dieu Sex-Arbor. Alors, ça veut dire le dieu 6 arbres. Alors, dans ces croyances-là, à l'époque, c'était tout tourné autour de la nature. Toujours. Donc là, c'est le dieu 6 arbres. On le retrouve à Montespan, il n'est pas impossible qu'il se soit répandu jusqu'ici. Et ensuite, une déesse gallo-romaine qui s'appelle Minerve, laquelle on retrouve un buste à Miramont, au fond du bois. Alors, c'est pas anodin, le fond du bois, parce que quand vous êtes aux deux chapelles au pont de Miramont, c'est un ancien gué gaulois puis gallo-romain. D'où le nom de Miramont. Miramont, ça veut dire le mont Mirador. Comme Miremont, qui n'est pas chez nous, mais ça veut dire la même chose. Donc, cet endroit-là occupait un sanctuaire aussi en haut. C'est pas pour rien qu'il y a deux chapelles là aussi. Il fallait mettre des bornes là aussi. Donc, au fond du bois, un peu plus loin, on a retrouvé un buste de la déesse Minerve, un buste gallo-romain. Alors, la déesse Minerve, c'est souvent, comme je l'ai un peu expliqué avant, l'association à une déesse gauloise que l'on retrouve à Saint-Lizier, à côté, dans le Couserans, qui est la déesse Bellissama. Alors, c'est probablement la déesse avec Epona la plus importante du panthéon gaulois. C'est la flamme du foyer, la déesse des arts et du foyer. Alors, c'est le relais du soleil, dans leur culture, c'est le relais du soleil pour l'hiver, c'est la flamme du foyer dans la maison. Voilà. Et alors ça, pour ceux qui auraient envie de s'y promener, vous allez à Saint-Lizier, sous le pont qui surplombe la cité médiévale, vous avez un remploi d'hôtel votif, c'est un des seuls qu'on voit dans le Couserans d'ailleurs, à cette fameuse déesse Bellissama. Voilà. Donc, on peut supposer qu'ici, il pouvait y avoir un culte à Bellissama ou à la déesse Epona, qui a été reprise par les Romains, puisqu'on retrouve des sculptures et des dédicaces à cette déesse à Rome même. Donc, revenons à Saint-Cernin. Donc, Saint-Cernin, une cité tout autour s'était établie de la chapelle, comme il était coutumier de le faire. Comme aujourd'hui, l'église est le centre du village, à cette époque-là, le sanctuaire est aussi le centre du village. Alors le sanctuaire, comment il se compose? On y dépose justement des hôtels votifs tout autour. Aujourd'hui, on va faire brûler des cierges, des bougies dans l'église. À l'époque, ils faisaient sculpter des hôtels votifs. Alors on peut en trouver des grands, des tout petits, mais il y a toujours une dédicace de fête. Alors, et on retrouve dans le nom de la déité, et toujours la même dédicace à la fin, c'est acquitté de son vœu de bon gré comme il se doit. Dans ce vicus, l'ancien nom de village, on retrouve la racine, c'est du latin. L'oppidum est gaulois, le vicus est romain. Et gallo-romain, bien sûr. Donc autour de Saint-Cernin, on retrouve le village, avec, donc là on a retrouvé beaucoup de choses. Hein. On a retrouvé des monnaies surtout, on a retrouvé des sarcophages. Je sais de sources sûres, par des proches, que certaines maisons se servent d'anciens sarcophages gallo-romains pour faire des abreuvoirs. Enfin, à l'époque, c'était des abreuvoirs pour les animaux, maintenant on doit y planter des fleurs, je suppose. Voilà, les habitants ont beaucoup de choses dans le village. Et on ne le sait pas toujours. Mais c'est partout comme ça, rassurez-vous. Donc, alors ça aussi, c'est très très peu connu, et alors c'est vraiment dommage. À 30 mètres à l'ouest de la chapelle Saint-Cernin, se tenait une magnifique pile romaine. La même, similaire à celle de la Barthe de Rivière,
quand vous êtes à la station essence, là, de l'autre côté de la route, vous avez une immense pile romaine. Et bien, la même se tenait là, à 30 mètres de la chapelle, sauf que nos ancêtres ont eu la mauvaise idée, par ignorance sûrement, de la faire exploser à la dynamite pour se servir des pierres afin de bâtir la centrale EDF. Voilà, c'est bien dommage. C'était un beau trésor, mais bon, ils n'avaient pas trop connaissance de tout ça, on ne va pas leur en vouloir. Alors elle était là il y a encore 140 ans, j'ai compté. Alors ça, je le tiens des écrits d'un ancien instituteur, donc je n'invente rien. Il a décrit clairement, il dit c'est la même que la Barthe de Rivière. Les instituteurs écrivaient beaucoup de choses sur le village, et c'est très bien, notamment sur les noms de famille, etc. On retrouve beaucoup de noms aujourd'hui qui existaient, notamment le mien. Voilà, sur les vieilles familles, et les populations, les occupations, les hameaux, savoir le nombre d'habitants. C'est même la description des habitants, c'est formidable ça. Et des piles romaines. Voilà, donc comme je disais, sous les charrues agriculteurs, on sait que des murs gallo-romains apparaissent, des monnaies. Alors des monnaies, on a retrouvé des monnaies de Marc Aurèle. Alors il y a toujours le nom des empereurs sur les monnaies, Marc Aurèle, Constantin, Adrien, voilà, dans de diverses époques. Donc on sait que l'occupation a été longue sur le secteur. Donc alors il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. C'est un Romain qui avait écrit ça en disant que un chat pouvait sauter de toit en toit pour rejoindre Valentine à Saint-Bertrand-de-Comminges, pour dire tellement c'était occupé, la plaine de Rivière. Je pense qu'un chat pouvait rejoindre Miramont de Comminges et Pointe-Isinard en sautant de toit en toit aussi. Alors ça on l'entend dire aussi sur Boulogne-sur-Gesse pour rejoindre Montguillan à Boulogne-sur-Gesse. C'est une expression, je pense, qui date de l'Antiquité. Donc c'est toujours drôle de le rappeler. Voilà. Alors pour ce qui est des chapelles, donc là, pour ceux qui ne sont pas du village, je vais un peu quand même développer là-dessus. Dans la chapelle de Brouls, ça signifie Brouls, ça veut dire bramer. Donc pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que la légende dit qu'une vache un jour se met à beugler, et son propriétaire arrive et il se met devant la vache et il voit dans la haie une vieille statue en bois de la Vierge. Donc il décide de bâtir cet édifice là-haut, bizarrement au pied d'une ancienne source de l'Antiquité. La deuxième chapelle, donc Saint-Cernin, qui est Saint-Saturnin, l'évangélisateur, je vais y arriver, pardon. Celui qui a je vais pas y arriver, vous m'avez compris, qui a christianisé le secteur, excusez-moi, ça veut pas. Celui qui a christianisé l'Occitanie, grosso modo. On retrouve beaucoup de chapelles à son nom, à Saint-Cernin. Donc Saint-Cernin a été bâti là très tôt, mais l'occupation autour a déménagé ensuite plus tard ici, donc pour construire l'actuel village, suite à des inondations, selon ce que l'on retrouve souvent dans les écrits, mais attention, pas seulement. Et ça, je suis assez d'accord avec Louis Gary, qui l'a écrit dans ses ouvrages. Il faut tenir compte qu'à cet endroit-là, on est juste au-dessus de la Garonne. Et dans une époque moyenâgeuse, médiévale, on a les Sarrasins qui passent par les rivières, et aussi on a des incursions. Alors j'ai écrit un petit ouvrage là-dessus aussi, suite à un partenariat avec un historien qui traite de ce sujet. On a aussi des invasions vikings à cette époque-là. On le sait très peu, mais ça existait. Et on pille tout ce qui est en bord de rivière, et surtout les édifices chrétiens, pour ramasser l'or, etc. Et puis piller clairement, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi ces chapelles sont là, pourquoi elles s'appellent comme ça. Voilà, cette période gauloise, gallo-romaine, qui va nous en donner plus d'ici peu. J'espère qu'on trouvera beaucoup de choses, beaucoup de réponses à des questions qui sont un peu en suspens. Voilà. Alors moi, pour ceux qui sont intéressés, je fais ma pub, hein, vous m'en voudrez pas. J'ai fait 2 ouvrages sur ces périodes-là, donc ce sont des romans historiques qui s'appellent Le silence des Carnix, d'un tome 1, tome 2. Dans le premier, Le silence des Carnix, une guerre des Gaules du Comminges Alésia, et donc qui traite aussi de la période de guerre des Gaules, en lien avec le Comminges.
Oui, ça existait. Et le second, gallo-romanisation et crépuscule du Comminges gaulois. Voilà, qui est lui plus axé sur la période gallo-romaine et voir comment les deux ont pu, Gaulois et Romains, ont pu s'aimer ou se détester parfois. Voilà, donc là arrivera prochainement un guide gaulois gallo-romain, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre Comminges, quoi. Alors c'est un guide touristique et toponymique, c'est-à-dire j'expliquerai tous les lieux qu'on peut rencontrer, tout ce qu'on peut aller voir matériellement, tout ce qui n'existe plus mais qui a existé, et aussi donc les noms, pourquoi ces noms s'appellent comme ça. Alors ici, peut-être certains ne savent pas, Pointis-Inard signifie donc Pointis la pointe, donc ça signifie la jointure entre la Garonne et le Gers, à l'extrémité du village. Et alors Inard c'est un peu... on ne sait pas trop. Alors Inard, on le partage avec la Barthe à côté aussi, la Barthe Inard. Inard, dans ce qui revient souvent, ça aurait été un descendant des comtes de Saint-Jean de Pointis, qui se serait appelé Inardus. Mais quand on recherche quoi que ce soit sur ce fameux Inardus, on retrouve absolument rien, absolument rien. Tout ce qu'on dit, c'est un descendant. Bon, d'accord. Moi, par contre, j'ai fait mes recherches, et Inardus, ça veut dire quelque chose. En langage latin, c'est le nom scientifique pour signifier une mauvaise herbe, un jonc qui pousse dans les endroits où il y a beaucoup de sources, de ruisseaux, de rivières. Donc, c'est probablement le nom qui pourrait venir d'ici, puisque c'est le cas ici. On a beaucoup de ruisseaux, la Mourère, l'Airaire, etc., le Gers, la Garonne, on a des sources. Donc, ça pourrait venir de là. Voilà, donc je vais devoir couper parce que on a démarré tard et je devais faire plus court. Et après on m'a dit de faire un peu plus long et puis finalement non, bon. Voilà, je m'arrête. Je vous remercie encore d'être venu et de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci beaucoup.